plaisir de démarrer le congrès de la sorte avec un sujet tellement passionnant et surtout d'actualité. Alors, j'essaie de parler, j'essaie de ne pas faire de redondance parce que c'est pratiquement la même chose. Je vais parler du laser CO2, cette fois-ci dans la chirurgie de l'autospongiose. Et pour dire que le principe est toujours le même. Classiquement, la platinotomie qui pose problème, elle était réalisée par les instruments froids. Il y a plus de risques avec les instruments froids. Il est tout à fait naturel qu'avec le laser, on arrive à avoir un confort supplémentaire. Et quel que soit le type de laser, le résultat est le même. C'est de passer cette partie qui est assez stressante, à savoir la platinotomie, et qui permet alors de la faire avec un geste beaucoup plus mesuré et encore plus facile, je dirais, et avec moins de complications. Alors, bien sûr, on va profiter de la présence du laser, non pas que pour la platinotomie, mais pour les éléments initiales et les temps qui précèdent la platinotomie, notamment la vaporisation du tendon. Et sinon, le plus important, c'est l'absence de contact. Alors, il faut savoir une chose, c'est que là, il y a une petite différence entre le CO2 et le laser diode. C'est qu'avec le laser diode, il y a un contact quand même. On met le diode, la fibre optique au-dessus de la platine, donc il y a un contact. Avec le CO2, il n'y a aucun contact. Donc on est de loin, on vise de loin. Et chacun va avoir les avantages et les inconvénients selon le produit. L'essentiel, c'est de minimiser le risque de mobilisation platinaire. Alors, le plus important, c'est d'avoir un tir précis et qui permet de bien choisir où est-ce qu'on va faire la platinotomie. Et donc là, le CO2 est assez intéressant parce qu'il permet de bien choisir avant. Le problème, c'est qu'on est loin. Et donc, il ne faut absolument pas bouger lorsqu'on va faire le tir. Et sinon, on peut se retrouver ailleurs. Là, ça, c'est vraiment l'avantage du diode, c'est qu'on est sur la platine, on sait exactement où est-ce qu'on va toucher. Les caractéristiques idéales d'un laser, je ne vais pas y revenir, ça a été déjà dit. L'essentiel, c'est que ça ne doit pas être diffusé et ça doit pas être, la chaleur ne doit pas être diffusée au tissu avoisinant. On connaît les éléments nobles qui se retrouvent à côté de la platine. Et l'élément intéressant, c'est que c'est absorbé par le liquide et donc c'est très intéressant. Alors, concernant le laser CO2 qui nous intéresse actuellement, c'est que c'est un rayon qui est invisible, donc il est couplé à un laser, ça a été dit tout à l'heure, il est couplé à un autre laser à hélium. Et le problème, c'est qu'il doit obligatoirement être très concordant pour qu'il n'y ait pas de différence de tir, de discordance dans le tir. Le spot qu'on va voir, ce ne représente pas le vrai faisceau de laser CO2, ce n'est qu'un laser d'hélium qui est couplé à celui-ci. Et donc, il faut obligatoirement que la machine soit très bien étalonnée, parce que sinon, on peut se retrouver avec des catastrophes. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que le rayon est absorbé par le liquide incolore, donc c'est une sécurité supplémentaire quand on sait qu'il y a de l'endolymphe ou la périlymphe, et donc il y a une diminution du pouvoir de pénétration. Alors, il est impensable de faire la chirurgie laser CO2 dans l'autospongiose sans qu'il y ait le scanner. Le scan soft, c'est ce qui permet d'adapter le spot à la forme qu'on veut. Quand on l'utilise dans le larynx, généralement on a un spot qui a une forme particulière. Mais pour le laser, pour l'autospongiose, il est fondamental d'avoir un spot bien précis. Et ce scan soft, justement, va permettre de faire et de réaliser un trou tout à fait calibré de 0,6 mm. C'est exactement comme si on va faire un trou platinaire par une platinotomie à la très fine, calibrée à 0,6 mm. Et donc ceci n'est possible qu'avec la présence d'un matériel couplé qui est le scan soft. Donc la platinotomie c'est 0,5 à 0,7, entre 10 et 20 watts sont suffisants généralement, mais il est préférable d'augmenter. Initialement, j'avais vraiment tendance à mettre le moins de watts possible, de puissance possible, et je me retrouve dans une fausse
flexion. Pourquoi? Parce qu'avec 10 watts, je suis obligé de faire parfois de faire deux coups. On se retrouve avec deux puissances, une puissance supplémentaire. Alors il vaut mieux mettre 16 watts et on a généralement besoin d'un seul coup et c'est plus efficace. Donc, pour aboutir au one shot, c'est-à-dire pour éviter les shots récidivés. Alors ici c'est une voie de spéculum, autospongiose gauche. Voilà le tendon de l'étrier qui va être vaporisé. Et donc juste après c'est la branche postérieure, c'est exactement comme tout à l'heure. Il faut savoir ici que le facial est juste là, donc il ne faut pas rater le tir. Et surtout, il faut, je m'arrête là pour dire une chose, c'est assez importante. Dès qu'on veut faire le spot par laser, il faut demander à tout le monde de ne plus bouger, parce qu'il se retrouve qu'au moment où vous voulez faire le tir, l'anesthésiste a la fâcheuse idée de vouloir toucher le malade pour prendre la veine ou toucher le malade. Le fait de toucher quelques millimètres peut vous fausser le tir et vous vous retrouvez sur le facial. Donc déjà, une chose très importante, avant de tirer, il faut demander à tout le personnel qui se trouve dans la salle de ne plus bouger. Alors voilà, donc on sectionne la branche antérieure comme tout à l'heure, comme c'est ce qui a été dit, et on se retrouve avec la platine qui est bien visible, et là, avec le spot qui est bien calibré à 0,6 mm, un seul shot permet de se retrouver avec une perforation bien calibrée à 0,6 mm, ce qui est intéressant par rapport au diode, parce que le diode, il faut faire 3 ou 4 petits trous comme une rosace, et donc et après qu'on va devoir calibrer. Après, bon, la mise en place du piston est classique. Alors, c'est aussi intéressant dans les reprises. Ici, un cas de reprise, un patient qui a vu son état se dégrader sur le plan audition. On se retrouve toujours par voie de spéculum avec un piston complètement disloqué. On enlève le piston. Et alors, les reprises, il y a pas mal de fibrose parfois, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc, il est préférable de ne pas toucher et d'avoir un instrument qui permet de faire directement un seul tir qui permet de retrouver un trou et donc de mettre en place le piston comme ce qui se fait de façon assez classique. Alors, bien sûr, du fait qu'on tire de loin, dès qu'on a une procidence du facial comme ici, c'est plus possible. Et donc là, c'est l'inconvénient du CO2, c'est qu'il faut obligatoirement que la lignée de vision soit tout à fait claire, et c'est l'intérêt justement du laser diode, parce que le laser diode, on peut contourner un facial procident, ce qui vient d'arriver il y a une semaine, facial procident, à la clinique, j'ai eu l'occasion de trouver le laser et donc de pouvoir réaliser le geste tout en contournant le nerf facial, chose qui est impossible avec un laser CO2. Alors, toute nouveauté, c'est la fibre optique qui est reliée au CO2. C'est une des sociétés qui propose ceci. Et donc, une fibre optique qui permet de ramener le faisceau CO2 là où on veut. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Je vais rapidement vous parler d'une étude du service qui a été réalisée récemment, 94 cas, et on a effectivement essayé de comparer le laser CO2 et la tréphine dans les résultats post-opératoire. Pratiquement les deux groupes sont tout à fait concordants sur le plan d'hypoacousie préopératoire et de symptomatologie, et aussi de stade radiologique. C'est exactement pratiquement la même chose. Il n'y a aucune différence significative. La même chose concernant les données audiométriques préopératoires. Donc c'est pratiquement les mêmes. Et les résultats, on se retrouve par contre avec, ce qui est très intéressant dans l'étude, c'est que dans le groupe tréphine, on retrouve 8 cas de complications, notamment 6 cas de fracture platinaire et 2 cas de platine flottante. Dans le groupe laser, il n'y avait aucun cas de fracture, c'était je rappelle, le laser CO2, aucun cas de platine flottant, parce qu'on touche de loin, on ne touche absolument pas. Et il y avait un cas de petite procidence du nerf facial. Alors on a fait une petite... détourner un peu les choses, on a triché un peu, on a réduit la taille du spot. J'ai mis un spot à 0,4 parce qu'en plus c'était une grosse autospongiose
chose, j'ai remis un 0,4 et que j'ai recalibré avec une très fine à 0,6. Et ça m'a permis de faire deux. Alors le plus important, c'est quoi? C'est que les données post-opératoires retrouvent des données tout à fait similaires, même s'il y a une petite tendance au groupe laser, peut-être dû beaucoup plus à l'expérience et non au laser lui-même. Les gains en CA sont assez comparables. Et par contre, dans la conduction osseuse, l'amélioration est plus importante dans le groupe très fin que dans le groupe laser. Et ceci est retrouvé dans la littérature parce que le laser peut entraîner un réchauffement du liquide, un tout petit peu de réchauffement du liquide qui entraîne une moins bonne amélioration de la courbe osseuse, surtout dans les premiers mois, dans les 2 premiers mois. Et on le voit ici, il y a même une perte sur les 4000 et 2000, mais qu'on ne retrouve pas à long terme. Et donc, finalement, le rythme post-opératoire, il n'y a pas de différence significative, même s'il y a une petite tendance ici dans le groupe laser à avoir un rythme meilleur, sans pour autant que ce soit représentatif. Une deuxième étude très récente qui vient d'être réalisée au service, c'est juste pour voir est-ce qu'il y a des impacts du stade radiologique, dans le résultat fonctionnel chez les patients opérés pour autospongiose. On a comparé un groupe 1 où il n'y a pas d'atteinte de la cochlée avec un groupe 2 où il y a un début d'atteinte de la cochlée. Et le stade 2 était prédominant avec quelques stades 4. Et finalement, qu'est-ce qu'on trouve? Que le gain auditif est similaire, il n'y a absolument pas de prédictif, donc la radiologie finalement n'est pas prédictive de bons ou de mauvais résultats. Et par contre, quand on a de très mauvais, d'autospongiose très évoluées, notamment un stade 4, là les résultats sont moins bons, ce qui est évident dans cette étude. Alors, l'avantage du laser CO2, c'est essentiellement donc pas de contact avec la platine, un confort inéluctable pour le chirurgien et pas de gestuelle traumatique, et donc une réduction considérable des incidents péropératoires et des complications, notamment la libératisation et les vertiges qui deviennent pratiquement inexistants. Les inconvénients, c'est le coût, mais alors, ce qui est intéressant dans le laser CO2, c'est qu'on arrive à le rentabiliser du fait qu'il est généralement acheté, non pas pour le laser, pour l'autospongiose, mais pour la laryngologie. Et donc, on en profite. Il faut bien le rentabiliser, et c'est toujours intéressant de l'utiliser pour autre chose, notamment pour l'autospongiose. Et donc, par contre, l'oblitérante, on en a parlé tout à l'heure, il faut éviter, et surtout quand le facial est procédant. Juste un mot sur la littérature pour dire que la diffusion de la chaleur est très minime. Regardez, c'est une étude qui a étudié sur le plan spectrophotométrie la chaleur délivrée par les différents lasers. On trouve que le thulium il augmente énormément, il augmente assez la chaleur au niveau du labyrinthe, ça c'est la platine de l'étrier. Le KTP et le CO2, pratiquement pas, très peu de réchauffement. Voilà, donc le plus important aussi, c'est d'essayer le plus que possible le one-shot. Ça permet d'avoir le minimum de dégâts. Donc, il faut toujours rappeler qu'on ne se lance pas dans une chirurgie d'autospongiose si on n'a pas la formation nécessaire à une classique de la chirurgie d'autospongiose. Un matériel comme le laser peut tomber en panne lors de l'intervention ou peut ne pas vouloir marcher, donc on ne va pas être dépendant à 100% du laser. C'est un outil parmi d'autres qu'il faut obligatoirement savoir gérer, mais qu'il faut savoir dépasser en cas de problème. Il y a 2 semaines de cela, il y avait 3 autospongieuses programmées. Les 2 premières sont très bien passées, la 3e, le laser ne marchait plus. Donc il fallait bien trouver la façon de s'en sortir sans le laser. Il réduit de façon inéluctable les incidents péropératoires et par contre les résultats dans la littérature aussi bien que dans notre étude audiométriques sont tout à fait similaires. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante. Alors vous avez compris, je fais quasi... Enfin, la dernière oreille que j'ai touchée c'était en 97 ou 98. Mais je pense que le laser CO2 a toute sa place effectivement dans la chirurgie de l'autospongeuse. J'ai une remarque et une question. Une remarque, ça a été dit, c'est qu'effectivement on a un outil en main et que cet outil parfois il tombe en panne, cet outil parfois il n'est pas adapté et il faut savoir faire une conversion avec une technique ancienne. C'est fondamental. C'est fondamental. Ça, je crois que c'est important de le savoir. Mais le problème, c'est que
chez nous, qui utilisons le laser depuis des années, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jeunes chirurgiens qui savent refaire une platinotomie à la tréfine ou à la fraise. Et donc il faut un vieux qui soit dans le coin pour aller l'aider. Et ça peut devenir compliqué. Effectivement, quand je fais de la laryngologie, il faut avoir l'idée qu'on peut faire une conversion par voie externe. Mais le problème, c'est que mes chefs de clinique ne savent plus faire une laryngectomie partielle par voie externe. Donc ça peut être, dans l'avenir, quelque chose de délicat à négocier, donc il va falloir du matériel performant. Une question, avant de laisser les questions à la salle. Est-ce qu'en termes de gain de temps opératoire, il y a une différence? C'était décrit dans la littérature ou... Alors, c'est plutôt parfois le contraire, parce que la mise en place, il ne faut pas oublier, qu'il y a un temps de mise en place du laser, et il faut bien cibler avant de tirer, et donc parfois on perd plus de temps. Enfin, avec le temps, bien sûr, ce temps est tout à fait minime, mais pratiquement comparable entre une technique sans laser. Mais il n'y a pas vraiment de gain de temps très important, sauf peut-être quand on a du mal à faire une platinotomie pour une platine assez épaisse. Et là, effectivement, le laser nous fait gagner du temps dans la réalisation du trou. Mais en globalité, il n'y a pas vraiment de gain de temps en termes absolus. Merci, professeur Abota, de cet exposé clair. La lumière, s'il vous plaît, la salle. Question. Professeur Rilla. Je crois qu'on peut vous entendre si vous parlez fort. Bon, merci tous les orateurs pour ces interventions. Ce qu'on peut dire en matière de laser, c'est que qui a été l'objet de plusieurs études de comparaison entre l'utilisation de CO2, de laser CO2, laser diode et la chirurgie conventionnelle. Il n'y a aucune étude qui a montré la supériorité de l'utilisation de laser par rapport à la chirurgie conventionnelle en matière de résultats fonctionnels. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le laser, c'est un moyen de confort. C'est l'exemple de la boîte à vitesse automatique par rapport à la boîte à vitesse manuelle. Il faut bien sûr apprendre à rouler par les deux manières. Donc ça reste juste un moyen. Deuxième point, c'est que ce moyen est des fois nécessaire. Donc le laser, bien l'utilisation du laser, ça reste quand même un moyen qui permet de garantir les résultats de gestes chirurgicaux dans certaines conditions. Pour la chirurgie conventionnelle, constitue un risque. Et là, je cite donc le premier type, c'est l'association de l'autospongiose avec la persistance de l'artère staphydienne. C'est une association qui est quand même fréquente, et dans ce cas-là, l'utilisation du laser est une nécessité et pas un moyen de confort, parce que ça permet quand même de coaguler cette artère et de diminuer le risque hémorragique péropératoire. Le deuxième, ou bien la deuxième indication toujours nécessaire en matière de l'utilisation de laser, ce sont les formes infraradiologiques. Et là, le scanner préopératoire perd tout son intérêt pour mettre en place ces formes infraradiologiques. On parle des formes infraradiologiques lorsqu'on est devant un syndrome clinique qui suspecte fortement une autospongiose, mais avec aucun foyer radiologique mis en place lors de la TDR. Mais on a toujours cette suspicion d'autospongiose. Et dans ce cas-là, le laser aussi est nécessaire parce qu'il permet d'éviter la mobilisation de la platine et ce qu'on appelle la platine flottante. Le deuxième point que je vais bien sûr faire une remarque, c'est cette notion de la platine oblitérante, de l'oblitération de la fosse ovale, mais c'est quand même pas une contre-indication absolue. Dans la mesure où on peut commencer par le fraisage par l'autotube et on peut compléter par le laser lorsqu'on a quand même aminci cette fosse ovale. Voilà. Merci, professeur Hélène. La parole au professeur Bonal. Peut-être une troisième chose, c'est la procédance aussi du facial. C'est la seule façon de se tirer d'affaire. Si on n'a pas de laser, on revient en marche arrière. Donc ça élargit aussi les possibilités. Professeur Bonal. Je voudrais remercier les orateurs, je voudrais remercier M. Olari et lui dire de transmettre nos salutations à notre ami le professeur Djenaoui. Je voulais revenir sur une de ces phrases que le laser facilitait la chirurgie pour ceux qui commencent, pour les jeunes internes. Je pense que c'est un message qu'il faut pondérer
parce que, comme l'a dit, et j'aime bien cet exemple de boîte automatique et de boîte manuelle, quand on apprend que sur le laser ou qu'on commence à apprendre qu'avec le laser, on peut avoir quelques surprises en cas de panne ou en cas d'indisponibilité. Et donc, dans la courbe d'apprentissage, il faut absolument commencer par savoir faire une platinectomie, faire une hémiplatinectomie, une platinectomie totale, une interposition, un transplatinaire, une veine, toutes les techniques de l'autospongeuse. Et une fois que cette courbe d'apprentissage arrivée à ce stade-là, à ce moment-là, on peut prendre le laser. Je pense que c'est un message très important à retenir. Merci, professeur Morano. La parole au professeur Vigilon. Juste une petite remarque, professeur Morano, à ce sujet. Remarque technique. Vous parlez de l'actuelle l'utilisation des lasers CO2 avec fibre optique. On a bien compris qu'il n'est pas transmissible, le CO2 avec la fibre optique, alors que le YAG, le KPS et l'argon est transmissible par la fibre optique. Est-ce qu'il y a un artifice pour le faire amener Tout récemment, une firme qui propose, pas dire le nom, mais l'essentiel c'est qu'il y a une firme qui propose effectivement cette solution pour le laser CO2, je dis bien pour le laser CO2. Alors la différence que j'ai bien compris, parce que je n'ai jamais utilisé, c'est juste que cette fibre permet de ramener le faisceau à proximité de l'endroit où il est laserisé et non pas au contact direct. Donc ça permet d'envoyer le laser vers l'endroit à laseriser. C'est disponible actuellement. On a même fait la demande pour l'acquisition prochaine. J'espère que ça va être le cas.